Salut à tous et à toutes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va vous proposer une sélection de films qu'on a vus sur les dernières semaines. Ouais, c'est plus un rattrapage des derniers films, derniers mois. Hmm. Alors certains sont déjà sortis depuis un petit moment, d'autres ont un peu disparu de l'actualité, mais voilà, on voulait vous en parler parce que certains méritent encore qu'on s'y attarde. Alors l'idée de cet épisode est simple, on va revenir sur nos impressions, vous faire des recommandations ou pas, en tout cas vous partager notre avis de manière assez simple, Oui, sous on sera mode peut-être pas exhaustif sur tous les films. Il y en a certains où on parlera plus, d'autres beaucoup moins. Voilà. voilà, en mode discussion sur les différents films. Allez, on commence Alors, par quoi? alors, on commence par la Vénus électrique. Donc la Vénus électrique avec alors Anaïs de Moustier, Mhm, Gilles Lelouch, mhm, Pio Marmaille ouais. Vima et la Ponce. Vima Laponce. Et aussi, je pense qu'on pourrait mettre c'est Kerverne ou Delépine, je sais plus, c'est l'un des deux. Celui qui joue le gérant de... Kerverne, Voilà, Kerverne, voilà, voilà. qui joue Je savais que Titus, c'était l'un des le deux, gérant mais du cirque. voilà. Et donc c'est un film de Pierre Salvadori. Oui, voilà, c'était ça. Qui avait déjà fait un film avec Pio Marmaille par le passé, Hmm. qui avait été filmé dans le sud de la France, Alors le en liberté, synopsis. voilà. C'était avec Adèle et Naël, et c'était très barré. Et il a un peu l'habitude d'avoir son petit univers. Alors, le synopsis, c'est Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n'arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse Irène et désespère Armand, son galériste et ami. Un soir d'ivresse, Antoine tente d'entrer en contact avec sa femme par l'intermédiaire d'une voyante. Et sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s'est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l'imposture et rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l'inspiration, mais pour Suzanne, les choses se compliquent. Ah bah, disons qu'il est complet, quand même. Ouais. Voilà, on va dire que c'est presque une situation un peu théâtrale où les personnages vont se retrouver un peu de plus en plus profondément bloqués dans leurs mensonges Mmh, et que du coup, il va y avoir tout un tas de jeux de dupes entre les mmh. personnages, etc. Tout à fait. Alors, j'ai vraiment adoré le film. Enfin, tous les deux, Ouais, il était on vraiment est sortis de la très séance chouette, grisée, très feel good movie, on va dire. avec une très belle reconstitution aussi Ouais. d'époque, Pourtant, même s'il y a on sent beaucoup que, d'intérieur. ouais, on sent qu'ils n'ont pas forcément eu les moyens de retranscrire un Paris des années 20 à fond, mais Mhm. ça va, ça, avec tous les costumes et les accessoires, etc., on y croit. Il y a peut-être pas autant que la venue de l'avenir, mais en tout cas, ça démérite pas du tout, quoi. C'est très propre. Et c'est un film très romantique, très drôle. Pio Marmaille Ouais, aussi surtout est drôle, quoi, parce excellent. que les personnages, c'est vrai que les situations Ah sont oui, vraiment. très bien écrit. Vraiment, le scénario était nickel. Tous les Euh, personnages étaient attachants. Tout à fait. Et Pio Marmaille, moi, que j'ai trouvé vraiment excellent. Et même Gilles Lelouch, qui a été très touchant. Enfin, Lui, il avait un rôle assez différent de ce qu'il avait l'habitude de ouais, faire. ouais, ouais. Il avait un rôle assez émouvant, donc vraiment, on avait passé un très très bon moment. Donc si vous aimez la période Paris dans les années 20 avec un côté très art déco, vraiment c'est un très beau film pour ça. Et puis aussi sur le milieu de la culture, de la peinture, c'est vraiment chouette de voir comment un peintre aussi construit sa carrière petit à petit en Mhm. partant de rien jusqu'à devenir un peintre très connu. Enfin, j'ai trouvé aussi cette progression des personnages très Oui, puis intéressante. de montrer ouais, aussi un peu les bas-fonds de Paris, où du coup Mm, il y a un peu les spectacles des freak shows, un peu genre, bon, mm. entre guillemets, mais de ceux qui essaient de se sortir et qui font tout un tas de, de spectacles pour un peu duper Oui, les, comme les Anaïs spectateurs, de quoi. Moustier avec son spectacle Vénus Electrificata. Et oui, et du coup je te disais, mais tu l'as pas encore vu, mais je vais te montrer prochainement, du coup, qui avait des similitudes, enfin, les films n'ont rien à voir, mais Nightmare Alley Ouais, de Guillermo del Toro. ouais. Ça Qu'on n'a n'a rien toujours à pas voir, vu, hein. mais c'est comme si c'était une version américaine glauque et dark de ça. Enfin, il y a des thématiques qui sont en commun, on va dire, Mm, étonnamment. Alors que les films n'ont rien à voir, mm. mais il y a ce même côté, du coup, je sais pas comment on appelle ça, du coup,
ces spectacles comme ça où il y a, enfin les lieux où il y a toutes les tentes, etc. C'est pas Bah, un c'est un cirque, mais cirque. ouais, mais c'est pas vraiment ça parce qu'il y a pas forcément des animaux mis en. Fête foraine, peut-être. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, souvent aux États-Unis, ils utilisent souvent le truc de freak show pour dire que c'est Hmm. comme ça un panel de personnages assez atypiques qui du coup dans ces époques-là étaient un peu le divertissement parce que ouais, il y a pas la télé, la radio, etc. Donc c'était Hmm. une autre manière d'être un peu émoustillé par une nouvelle chose jusqu'à qu'après le cinéma arrive avec voilà, les frères Lumière, Méliès, etc. Et qui, du coup, ces spectacles-là ont un peu remplacé justement Hmm. ces spectacles en vrai, en dur, on va dire, euh, physique. Et du coup, ça a aussi ce rapport un peu au théâtre qui s'en rapproche. Quoi. Bon, en tout cas, oui, c'est vraiment une bonne pioche. Il n'y a pas 10 000 trucs à creuser. La mise en scène était très, très bien. Tout La était très lumière, les dynamique, etc. retournements de Voilà, situation. c'était vraiment le film français où tu vois, bon, chaque fois c'est critiqué pour dire ouais, c'est toujours la même chose, des comédies, etc. Bah, au final, tu vois, il y a des petites pépites comme ça qui font Hmm. pas autant de parler d'elles, et Hmm. pourtant, ouais, elles méritent vraiment, quoi. Elles Hmm. sont très Il sympas. était présenté à Cannes, d'ailleurs, Oui, en mai. ouais, ouais. Mais c'était Il était hors sélection, je hors crois. section ou en Ouais, ouverture, je sais plus. ouais. Du coup, ouais, ils sont pas Et je crois, autant considérés parce qu'ils sont pas en compétition, quoi. et je crois que j'avais lu que la presse américaine avait été Ah oui, ils étaient dithyrambique. plus emballés Ouais, que la presse ouais. française. Après, Cannes, c'est tellement particulier. Ils ont un peu le droit de vie ou de mort sur les films. Il y a beaucoup maintenant de réalisateurs qui ne veulent plus euh, présenter leurs films à Cannes parce qu'ils se font démonter à Cannes et après, ça leur fait une mauvaise presse et ils Hmm. n'arrivent pas à le vendre aux distributeurs, etc. après. Donc c'est un peu qui tout double. En tout cas, on peut espérer que le film ait une seconde vie à l'étranger, en tout cas, Ouais, grâce a à priori, Cannes et grâce à la ouais, presse ça étrangère. pourrait En tout marcher. cas, on espère pour ce film parce que vraiment, on a passé un excellent moment et que ce soit les acteurs, la réalisation, le scénario, Ah, très bien, c'était à rattraper très bien. si vous avez Donc, l'occasion. voilà, à rattraper si vous avez l'occasion. Ensuite, on passe à Obsession, que Alors, tu n'as pas eu. Alors voilà, si vous nous suivez, vous savez que je ne suis pas une fan du genre horrifique, donc Obsession, c'est un film d'horreur, donc c'est plutôt mon acolyte qui va le voir seul. Et du coup, Obsession, bah, c'est un peu le, le nouveau, j'allais dire, miracle d'Hollywood. C'est qu'il est mis, il est porté au nu comme étant le film qui a engrangé le plus de bénéfices de l'histoire du cinéma depuis Projet Blair Witch. C'est-à-dire qu'il a un budget de 700 000 Ah oui, dollars c'est rien. et il en est à peu près à 230 millions actuellement. Ah Et il ouais. va sans doute aller jusqu'à 300 millions, peut-être plus. Le film de week-end en week-end ne désemplit pas beaucoup. Ouais, en termes de pourcentage, normalement, on compte un film qui continue de bien marcher s'il a fait que moins 20% de fréquentation. Et là, je crois que c'était plus en pourcentage, ou en tout cas, Hmm. ça désemplit pas. Les gens ont l'air de retourner le voir. Il y a un vrai phénomène très Gen Z euh, avec peut-être TikTok qui s'en empare, etc. Mais là où d'habitude, ce genre de film, souvent, il faut se méfier parce que c'est pas forcément des bons films. Des fois, c'est juste ah, juste des films d'horreur, mais un peu bêtes et méchants. Bah là, pour le coup, Obsession, c'est un peu une petite pépite qui, effectivement, moi, je l'ai vu le jour de sa sortie. J'avais vu des échos comme quoi c'était un bon film, etc. Mais il n'y avait pas encore son succès au box-office. Donc, du coup, j'y allais vierge sans être influencé par ça. Et je trouvais déjà que c'était un coup de cœur quand j'étais sorti. Et donc, du coup, de voir qu'il cartonne, du coup, ça fait plaisir pour une fois que ce soit pour une œuvre faite par un YouTuber qui est assez jeune, il a 26 ans. Il a fait beaucoup de sketchs sur YouTube. Il s'appelle Curry Barker. Et il a fait quelques longs métrages un peu en fan footage, donc caméra portée comme ça. C'est quand t'as pas beaucoup de moyens, souvent tu fais ça. Donc il en avait fait un euh, en parallèle de ce film Obsession, du coup pour vendre les droits. Et du coup on lui a acheté en gros pour distribuer son film. Et là du coup bah, C'est ça, un carton, ouais, quoi. c'est un carton. Et donc là, je vais rentrer dans les détails donc, avec le synopsis, même si moi, je pense que je peux le faire solo. Du coup, c'est un jeune, en gros, qui travaille dans une boutique de musique. Il est avec son groupe d'acolytes qui travaillent aussi avec lui, ses collègues. Et il est follement amoureux d'une des filles avec qui il travaille. Et sauf qu'il est plus ou moins friendzoné, quoi. Il est considéré un peu comme le frère, son petit frère, tu vois. Hmm.
elle l'adore, etc. Mais tu sens que c'est pas forcément réciproque. Et donc, du coup, il n'arrive pas à se lancer parce qu'il est timide, introverti. Et, et un jour, du coup, il va à une sorte de magasin d'ésotérisme, de farce et attrape, hein, de tout un tas d'objets un peu étranges, etc. Et donc, il prend une sorte de bâton à craquer. Je sais pas si c'est un truc purement américain, où tu fais un vœu et il est censé se, se résoudre. Quoi. Mais du coup, il y croit pas forcément. Quoi. C'est juste, il fait ça pour la blague. Et du coup, un soir où il la ramène chez elle, où il pense qu'il va enfin pouvoir lui déclamer sa flamme et voir si elle est réceptive, ben, du coup, il n'arrive pas à se lancer, il foire, il dit qu'ils sont juste amis, etc. Elle lui tend une perche, mais il la saisit pas. Et du coup, il fait son vœu pour lui demander j'aimerais que cette femme m'aime plus que tout au monde. Et du coup, oui, voilà, il faut faire attention aux vœux qu'on veut exaucer, car ça peut se réaliser. Et du coup, Et peut-être se retourner contre nous. et donc du coup, justement, c'est ce qui va se passer, c'est que du coup, du jour au lendemain, du coup, comme ça, enfin même dans la minute où il fait ce vœu, bah, du coup, elle devient folle amoureuse de lui. Et du coup, cette obsession qu'elle a pour lui va devenir étouffante et ça devient un film d'horreur de cet être qui, comme ça, va le vampiriser, mais à un stade phénoménal. Sauf que le film, du coup, il a tout un tas de réflexions sur les relations aujourd'hui, sur les relations homme-femme, qui est très intéressant parce que du coup, il y a plein de débats sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont compris quelque chose du film et que c'est pas du tout cohérent. Il y a d'autres qui vont contrebalancer. Enfin, par exemple, euh, la fille jouée par Inde Navarrete, qui est la fille qui est obsédée du coup par le personnage principal, bah, du coup, c'est elle qui est la victime, vu que c'est contre son gré qu'elle se retrouve à devoir tomber éperdument amoureuse du personnage principal, alors qu'elle n'a rien demandé. Quoi. Donc du coup, elle a pas eu le consentement, il n'a pas eu le consentement de cette fille pour pouvoir sortir avec. Et du coup, sur des réseaux sociaux, il y en a plein qui disent ah, le pauvre, c'est vraiment horrible ce qu'elle lui fait subir, etc. Et du coup, tu vois qu'il y a une incompréhension des fois sur comment on voit le personnage et qu'il y a un manque de nuance aussi sur le fait de se dire que voilà, ce personnage-là, au début, peut-être qu'il passe pour le gars timide et sympathique, mais qui est juste trop heureux pour se lancer, alors qu'au final, il a plein de, de moyens après, ou en tout cas d'occasions d'essayer de réparer les choses et qu'il le fait pas. Et que en fait tu te rends compte qu'il a un côté plus manipulateur qu'il en a l'air, mais c'est jamais fait de manière trop manichéen. Quoi. Tu peux imaginer voilà, la faiblesse du personnage et éventuellement comprendre vite fait, mais en même temps, ce qui lui fait subir, du coup, c'est fait que le personnage principal devient en fait l'antagoniste, Ouais. et que finalement, l'antagoniste du film, c'est plutôt elle, la victime, et du coup, c'est habilement fait, et du coup, c'est Mais ça qui est intéressant. tu Quoi. m'avais dit que c'était justement traité dans le film avec des fois l'ancien personnage qui essayait de sortir Par de. moment, ouais, c'est comme si elle était à l'intérieur de son corps, mais du coup, elle avait plus le contrôle, Mhm. et comme si elle était très à distance. Et des fois, elle a des fulgurances où elle a envie de ressortir, et elle reprend possession de son corps, et donc du coup, elle se manifeste elle-même, mais ça reste jamais très longtemps. Mhm. Et, et du coup, le personnage est prisonnier, Ah, c'est vachement intéressant. et après, moi, je te dis pas si un jour tu vois peut-être sur la fin comment ils vont faire Bah, je crois que tu pour me s'en l'as sortir, raconté mais déjà. du coup, oui, c'est ultra cynique. Même ça finit pas bien du tout. Et du coup, là où dans d'autres films, ils auraient essayé d'arrondir les angles et de faire en sorte que ce soit un peu plus consensuel, et ben là, pas du tout. Mais du coup, oui, ce qui est surtout intéressant dans le film, c'est la mise en scène. Quoi. Pour un film avec aussi peu de moyens, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que le film, il est beaucoup dans la pénombre. Et d'habitude, dans les films, aujourd'hui, on essaie de les suréclairer, etc. Sur Netflix, il y a une espèce d'étalonnage qui est presque sans ombre. C'est très, Lys. ouais, très lisse. Mm. Et là, vraiment, il embrasse à bras-le-corps la difficulté de filmer avec beaucoup de clair-obscur, tout dans la pénombre. Et du coup, c'est, il arrive à faire passer plein de choses par des silhouettes dans le noir, des ombres chinoises, le personnage de Inde Navarrete, donc la fille, par exemple, elle est maquillée des fois pour faire presque un peu euh, les fantômes japonais dans les Mhm. films d'horreur japonais, souvent avec les cheveux qui ondulent, etc., qui font assez flipper, juste pour que dans l'ombre on se dise il y a un truc qui déconne,
Mais mais on n'arrive pas à voir ouais. quoi, et du coup, ça rend encore plus flippant. Il fait certains mouvements un peu saccadés, presque en, en utilisant moins d'images par seconde pour que ça elle ait des mouvements un peu étranges. Euh, il a un timing aussi pour les jumpscares, où d'habitude dans les jumpscares, c'est toujours le truc un peu nul dans les films d'horreur, où t'as un chat qui saute et d'un coup t'as une sorte de bruit de musique, de piano ou un truc comme ça, qui te fait peur juste parce que c'est un son très fort d'un coup, c'est pas parce que le truc surgit. Bah là, du coup, il arrive vraiment à faire des jumpscares où c'est quelque chose qui surgit qui te fait peur directement, pas directement la musique, quoi. Et même quand il y a de la musique, elle est mortelle, elle marche super bien. Et elle a un Donc, côté un peu vintage, années 80. Et, donc grosse reco. ah oui, donc vraiment, obsession, et j'ai envie de le revoir. Maintenant, voilà, maintenant que la balle est dans son camp, il faut pas qu'il se fasse trop avoir, parce que là, du coup, du jour au lendemain, il est passé de youtubeur qui faisait un peu des courts-métrages bricolés chez lui à la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Je veux dire, il a Spielberg qui a dit qu'il avait vu son film et qu'il avait adoré, donc tu vois, ça peut vite monter la tête. Donc, il faut qu'il fasse ses bons choix pour pas faire Obsession 2, Obsession 3. Enfin, il voulait faire une série éventuellement sur les vœux en général, qui tourne mal. Donc ce serait une série juste sur différents types de personnes qui pourraient faire des vœux différents. Un peu un film à Et sketch. ça pourrait être ça, ou un épisode égale un Ouais. vœu. Tu vois. Et ça, c'est pas une mauvaise idée. C'est une bonne manière de prolonger l'univers sans faire de redites. Et voire même de s'essayer à différents thèmes. Ouais, mais en Parce fait, le que... film, il l'a tourné il y a déjà plusieurs années, en fait. C'est juste qu'il a mis du temps avant de sortir. Des fois, on s'en rend pas compte, mais les films, des fois, parfois, il faut 3 à 4 ans avant que le film sorte, alors qu'il est déjà tourné. Du coup, il a déjà tourné son autre film avec Aaron Paul, donc personnage de Breaking Bad, et comment il s'appelle, Bryce Dallas Howard. Hum. Et lui-même, le réalisateur, joue dedans aussi, et c'est sur des chasseurs de fantômes qui vont aller dans des endroits genre type abandonnés, Ah, et sympa. c'est dans le même univers qu'Obsession apparemment, et c'est assez intriguant. Et du coup, son prochain film devrait arriver assez vite, et il a déjà signé pour faire je sais pas si c'est un remake ou plutôt un reboot de Massacre à tronçonneuse. En tout cas, c'est un Venant réel de à lui, ça suivre, serait quoi. voilà. Mais même ces sketchs sur YouTube, alors ils sont pas traduits, ils sont pas sous-titrés VF, mais en tout cas ils sont vraiment très drôles, et tu te rends compte Hum. Ouais, que il a vraiment du finalement talent. savoir faire rire et faire beaucoup de sketchs, de comédie, permettent finalement étonnamment d'être bon en film horrifique, un peu comme Jordan Peele, qui du coup a fait Get Out, Us et Nope, qui vient de la comédie à la base, et du coup qui a pourtant été la coqueluche des films d'horreur ces dernières années. Et comme quoi, il y a comme un entraînement avec YouTube et la comédie qui fait que du coup, tu as peut-être un savoir-faire dans le tempo euh, et le rythme, Hum. des choses qui fait que ça marche bien. Et donc voilà, le film cartonne et ça désemplit pas. Mais du coup, voilà, il y a toute cette thématique sur finalement qui est intéressant, c'est que c'est un film qui fait parler beaucoup en dehors, et c'est peut-être pour ça aussi que les gens vont le voir, parce qu'il y a un bouche à oreille, Hum. et, et sur C'est... justement le fait que le protagoniste, qui s'appelle Bear, je me souviens plus du nom de la fille par contre, euh, qui est présenté au début est vraiment comme le, le good guy, etc. Et Hum. qu'en fait est peut-être plus un incel qui du coup, d'une certaine manière, presque fait une violation de cette personne, de cette fille, euh, et de son corps et de son esprit. Et du De coup, son intégrité, ouais. ça fait beaucoup de questionnements, Hum. et c'est intéressant de voir comment la jeune génération s'en empare, etc. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas un film bête et méchant, et pourtant le film est écrit droit au but, il y a pas de grâce, et c'est juste en arrière-plan. Si tu veux réfléchir sur Hum. le film, c'est en arrière-plan, mais si tu le prends juste au premier degré, tel qu'il se déroule, il n'y a pas de trou de scénario, de trucs, ça va droit au but. Même le truc magique pour les vœux, finalement, on s'en fout. Pourquoi ça existe? Ben, dans ce monde-là, ça existe, et voilà, c'est comme ça, Hum. c'est pas important de savoir. Voilà, donc grosse reco. Et du coup, il fait beaucoup parler parce qu'il y a aussi Backroom en ce moment, et du coup, les deux s'alimentent. C'est que Backroom, ça a été fait par un jeune YouTuber de 20 ans qui a fait aussi des vidéos dans son coin. Et du coup, c'est un peu les deux réalisateurs à suivre, parce que c'est deux jeunes de la vingtaine Ouais, c'est la qui ont nouvelle fait des films génération, à quoi. petit budget, Backroom un peu moins, parce qu'il y a quand même 10 millions, mais ça reste petit vu les acteurs qu'il y a dedans, etc. Et qui cartonnent, qui sont tous les deux à vers 230 millions actuellement, et ça va. Tu l'as pas encore vu, Backroom? Non, non, pas encore. Mais voilà, curieux de voir ce que ça va Hum. donner. Et maintenant, on passe à
Autre salle, Un film pour autre... toi. Ça, Ouais, c'est ça. Salle, c'était autre ton film. ambiance. Le diable s'habille en Prada 2. Voilà. Alors, c'est surtout moi qui vais parler, je crois. Bon, on va dire que j'ai pas grand-chose à dire et que j'étais pas la cible. Mais j'ai pas envie de casser du sucre sur le film. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré Le diable s'habille en Prada 1, ont adoré le 2. Et voilà. Ah oui, on retrouve Miranda, Andy, Emily et Nigel et on replonge donc dans l'univers impitoyable et très glamour du magazine Runway pour de nouvelles aventures. C'est bien sûr la suite du Diable s'habille en Prada 1 qui était sorti au début des années 2000, je crois. Enfin, Ah bah ça il y m'étonne a... pas parce que Le diable s'habille en Prada 2, ça ressemble à un film des années 2000. C'est ça, Sorti mais en aujourd'hui. fait, c'est exactement ça. Du coup, quand on a été nostalgique du premier épisode, forcément, on a bien aimé le deuxième. Enfin, ah oui, oui, mais tu as bien Ouais. aimé, oui. Oui, oui, Mais quand je disais le on, c'était de manière générale, je ne t'incluais pas dans ma remarque. Et donc, voilà, ça se passe presque 20 ans après le premier film. Alors moi, j'ai bien aimé le film. Évidemment, il a plein de petits défauts, et notamment la réalisation, c'est pas la réalisation à la Spielberg, ou voilà, ça reste une réalisation un peu kitsch quand même. Mais il y a des acteurs formidables dedans et on suit les personnages qu'on a connus il y a 20 ans, comment ils ont évolué et aussi en s'inscrivant dans un univers très, très actuel. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on suivait le début de carrière de Andy dans Runway. Et Runway, c'était vraiment le magazine qui faisait la pluie et le beau temps dans l'histoire de la mode et c'était donc la presse papier. Et là, aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA, l'avènement des sites internet, c'est comment un magazine peut continuer à vivre alors que la presse papier n'a plus le même impact, et aussi la vie de Miranda Presley, donc qui est la rédactrice en chef de Runway, ne compte plus autant. Et donc comment tous ces personnages finalement survivent et quelles sont leurs trajectoires alors que tout leur environnement a changé par rapport à il y a 20 ans. Enfin, moi, j'ai bien aimé, voilà, parce que l'alchimie des personnages, elle est quand même extraordinaire, que ce soit Anna Thaoué, Meryl Streep ensemble, ça fonctionne toujours très bien. Anna Thaoué et Stanley Tucci aussi, où il y a quand même, voilà, presque un côté filial entre les deux, père-fille, qui est dans le film. Et j'ai trouvé vraiment le film intéressant sur certaines problématiques qu'il expose sur le bouleversement du numérique dans l'industrie du luxe et aussi l'impact des nouveaux types d'investisseurs aussi dans le milieu du luxe. C'est-à-dire, il y a 20 ans, on était sur un investisseur qui était plutôt dans le monde de l'édition. Là, c'est un investisseur qui est dans la tech et qui s'en fout un peu de qu'est-ce qui est écrit du monde de luxe en tant que tel. Alors j'ai un trou de l'acteur là. euh, ouais, ça va me revenir. Qui joue justement ce personnage-là? Oui, 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 je l'ai plus en Moi, tête. ça va manquer. Mais voilà, en tout cas, voilà, le film est très sympa, très feel good, et pour ceux qui avaient vu le premier épisode, on prend plaisir à revoir le deuxième. Voilà. Mais du coup, c'est étonnant qu'ils aient jamais fait de série télé, mais très sérieux ou premier degré sur le monde de la mode, comme ça. Oh, il doit y en avoir. Je sais pas, hein, y a rien qui me vient, parce que du coup, comme tu disais tout ça, je me dis, bah en fait, il y a tous les ingrédients pour faire une série télé sur le milieu de la mode en mode succession, quoi. Mais, mais Le j'ai seul l'impression truc que c'est qui me là. vient, et ça m'avait fait penser un peu à ça quand le premier épisode est sorti, c'est un peu le destin de Lisa, là, la série Ah, à oui. l'allemande. Bon, bon, ça peut-être qu'on le coupera. Non, il faut assumer. Il faut assumer. Mais non, non, en tout cas, c'est un film qui a malgré tout des qualités. Il joue à fond la carte de la nostalgie. Il a su quand même actualiser Justin Theroux. son propos. Justin Justin Theroux. Theroux, voilà, qui a un rôle qui est très drôle dedans. Complètement illuminé et qui joue du coup l'investisseur de la tech
qui pourrait voir en fait une opportunité dans Runway, mais sans forcément s'intéresser à tout le fond qu'il y a derrière, à toute la construction de de ce magazine. Il y a quand même des répliques assassines, des passages quand même assez hilarants. Miranda Presley dans le premier opus, elle est quand même, voilà, c'est une manager quand même assez toxique, hyper dirigiste. Et là, dans le deuxième volet, elle est obligée, parce que le monde a changé, d'arrondir parfois ses critiques, d'essayer de pas se montrer comme étant une antiféministe. Mais c'est fou qu'un Et il y film, a des passages super drôles. un film qui justement traite de tout un tas de choses pour lesquelles tout le monde milite contre, soit autant un succès, comme s'il y avait une sorte de côté un peu euh, masochiste de vouloir aimer un truc qui est vraiment tout ce qu'on est censé détester. Parce que techniquement, les personnages, Miranda, même si elle a un peu arrondi les angles dans le deuxième, ça reste, Bah, en fait, ça reste des personnes détestables, quoi. ce que je trouvais intéressant, c'est dans le premier, Miranda Presley était quand même très antipathique. Et à la fin, d'ailleurs, Andy Sachs se détourne d'elle. Même si elle a quand même du respect, elle veut pas travailler avec elle, elle veut pas travailler enfin, en tout cas, elle se reconnaît pas dans son management. Dans le deuxième opus, c'est quand même une Miranda Presley qui a vieilli, qui a perdu beaucoup de choses, notamment voilà, qui a eu beaucoup de mariages ratés, qui a pas vu grandir ses filles, etc. Et on sent que ils ont réussi à malgré tout l'humaniser. Elle reste quand même un monstre du business, mais ils ont quand même réussi à l'humaniser de manière intéressante et subtile. Et même si on n'adhère pas à tout, on sent quand même que l'entreprise dans laquelle elle travaille, elle est, elle est un peu plus dans des valeurs malgré tout bienveillantes, inclusives, etc. Donc, donc je trouve assez intéressant la trajectoire. Et après, on adhère ou pas à Miranda Presley, mais à côté de ça, Andy Sachs, c'est quand même un personnage fort, voilà, qui est hyper impliqué, elle est intelligente, elle est vive. On a quand même aussi envie de s'identifier à elle. Et Stanley Tucci, c'est le collaborateur compétent, loyal, bienveillant. Et pareil, on aimerait travailler avec une personne comme ça. Donc il y a suffisamment en fait de personnages pour faire son marché, si je puis dire. Ok. Bah ouais, j'aurais dit que le premier, il y a au moins le fait que tu vis par procuration, du coup, la stagiaire jouée par Anna Thaoué, qui rentre dans un univers, tu découvres l'univers avec elle, les personnages, et du coup, tu as euh, une histoire juste sur ce personnage qui va devoir vivre dans ce monde rude, quoi. Et le deuxième, ça sent un peu le truc un peu opportuniste où on va trouver des intrigues avec ça, où tous les personnages vont se retrouver, mais du coup, c'est un peu artificiel, genre avec Emily Blunt, qui était dans la boîte avant, mais qui est. Qui est Enfin, passé chez mais bon, Dior. encore une fois, je sais pas pourquoi je vais pas chercher plus loin. Je suis pas la cible, je vais pas critiquer le film. En fait, voilà, Ouais, c'est moi pas j'ai moi. beaucoup Je recommande plus aimé. En parlant de Justin Theroux, je recommande plus Zoolander avec Ben Stiller et Owen Wilson. Ça reste dans le milieu de la mode et il y a Justin Theroux aussi. Et ça, c'est une vraie comédie très drôle. Enfin, il faut aimer cet humour, mais voilà. Hmm. Voilà pour ma petite reco. Et maintenant, on passe à Le Vertige de Quentin Dupieux, donc Mister Oiseau, Que tu as vu son nom de seul. DJ, que j'ai vu solo. T'aurais pu le voir. Après, Bon, j'ai pas eu c'est l'opportunité toujours d'aller le voir là. particulier avec Quentin Dupieux. J'ai jamais des attentes de est-ce que le film est bien ou pas. C'est même pas la question en fait. Avec Dupieux, c'est plus il fait ses trucs dans son coin. C'est le seul à faire ça. Il fait des films de 1 heure 10. Il fait des expérimentations, ses petites blagues et il en fait 3 par an. Et en fait, voilà, c'est décalé. Soit tu adhères ou pas. Ça peut être un film sur deux. Des fois, il y en a, ça passe. Des fois, ça passe pas. C'est plus, voilà, c'est de la Hmm. curiosité en fait à chaque fois. Hmm. Et là, du coup, il a décidé de faire une comédie. Il a dit ça un peu comme le film français d'appartement classique, mais avec un style euh, low, low poly, polygone de jeux vidéo type PlayStation 1, voire même plutôt PlayStation 2, euh, en s'inspirant de GTA Vice City apparemment.
Donc avec ce côté personnage très anguleux, etc. Et en gros, il a fait jouer les acteurs, il leur a fait faire leur réplique à l'oral, juste lire des textes, et après il a pris leur audio, et après ils ont modélisé, du coup avec ce style-là, avec des jeunes qui faisaient leur projet de fin d'études, en fait. Ah Donc oui! oui, c'est vraiment un truc. Après, Ah, je crois qu'il a un de ses fils, Quentin Dupieux, si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr, fait partie de ces jeunes-là, et en gros, du coup, il leur a proposé, et du coup, voilà, c'est un truc comme ça, Ah, c'est à la sympa Quentin quand Dupieux, même, quoi, un hein. peu à l'arrache, comme ça, genre, voilà, vous sortez de l'école, machin, Ouais, on va mais faire ce je projet-là. trouve ça Et il bien. en fait sur Blender, qui est un logiciel 3D gratuit, qui est open source, et c'est avec ça qu'ils ont fait le film avec le petit chat, Flo? Flo, voilà, Flo, Ah, qui était super. où Rocco, c'était hein. un gars qui l'avait fait seul. Après, il y avait peut-être des techniciens qui avaient été rajoutés ensuite pour un peu l'aider sur certaines choses, mais bon, c'était quand même le projet d'un seul homme, quoi, à la base. Et bah là, pareil, c'est fait sur Blender, et après, c'est assumé, tu vois, que c'est un style un peu moche. Ouais, et encore ils ont réussi à rendre ça plus techniquement abouti que ce que vraiment on ferait sur PlayStation 2. Donc, techniquement, c'est plus joli que de la PlayStation 2, donc c'est pas vraiment le même style, mais ouais, c'est rigolo, c'est assez atypique de voir les personnages Mm. de Jonathan Cohen et Alain Chabat, Anaïs de Moustier, comme ça. Alors le synopsis, c'est un truc tout bête, c'est le personnage d'Alain Chabat, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui va voir son pote pour lui dire on est dans une réalité virtuelle, Mm. rien n'existe autour de nous, et voilà, c'est comme dans Matrix, tu vois. Voilà, c'est Ouais, exactement ce d'ailleurs, que c'est le Matrix de Quentin Dupieux. c'est le premier truc que dit Jonathan Cohen, et Alain Chabat lui dit ah, j'ai jamais vu ce film. Et donc du coup, voilà, il y a plein de petites blagues comme ça, des petites références aux jeux vidéo, Dans la à des bande-annonce, bugs, ça etc. faisait Sims un peu. Ça me faisait penser aux Ouais, bah Sims. ça peut être le même genre de délire, ouais. Mm. De personnages comme ça. Mais c'est surtout au niveau des blagues, il y a beaucoup de trucs très atypiques. Et franchement, ils se regardent bien. Il y en a certains qui sont moins accessibles que ça, de Quentin Dupieux. Bon, accessible, ça me vient grand mot, parce que tous ces films sont faciles à regarder, mais moi j'avais bien aimé l'accident de piano, dernièrement, qu'il avait fait. Bah, c'est son dernier, en fait. Enfin, Ouais, le dernier. Et après, il avait fait. En fait, il expérimente des trucs, Mm. soit des trucs très barrés, des fois juste un peu plus terre à terre, mais Mm. Yannick, qui était un peu plus dramatique, on va dire, que ce qu'il avait l'habitude de faire, qui était sympa par plein d'aspects, mais à chaque fois, voilà, il y a des petits concepts, d'Ali aussi, avec les différents Mais du Dali. coup, il y a un fil Et conducteur dans l'histoire oui, du oui, bah, film. il y a un vrai dénouement et de bon, ça sert à rien de le révéler pour Ah, pas peut-être que je le spoiler, verrai, donc mais ne voilà, me le... c'était rigolo, et il voudrait en faire une suite, sans doute avec d'autres acteurs qui transformeraient en personnages, sauf qu'il a dit il veut Hmm. faire comme une évolution, que ce soit après la PlayStation 1, PlayStation 2, plutôt faire des graphismes de PlayStation 3. Voilà. Donc Ouais. ce sera peut-être un peu plus modélisé, mais après voilà, ça m'étonne pas venant de lui, de faire un truc comme ça, et ouais, c'était rigolo, je passais un bon moment, et il y avait des moments très drôles, quoi. Après, ouais, il n'y a pas grand-chose de plus Il à y a en une dire. scène qui t'a marqué peut-être à Bah, partager? il y a sa propre fille, j'ai vu dans le générique Dupieux, qui joue dedans, et elle a l'air complètement stun, et elle est assez drôle, ouais. Et sinon, ouais, même la dynamique entre Jonathan Cohen et, et Alain Chabat sont Hmm. très sympas. Il manque peut-être, je sais pas s'il a déjà joué avec, je crois pas. Il faudrait Vincent Macaigne dans un film de Quentin Dupieux. Ah, ça, t'adorerais. Ça, je trouve ça collerait complètement, quoi. Ouais. Je sais pas si ça me vient pas, donc je pense pas qu'ils aient joué ensemble. Mais voilà, et là, il a son prochain qui va sortir avec Kristen Stewart et Woody Harrelson. Donc là, c'est plutôt un film américain, du coup, par Quentin Dupieux. Après, il fait toujours des concepts où ça se tourne en quelques jours, donc c'est pas étonnant non plus qu'il en fasse trois par an. Où ils ont dû tourner juste en huis clos, donc le film était déjà à Cannes, donc il en a présenté deux en même temps. Et il a eu moins de bons retours. Il s'appelle Phil quelque chose. Ouais, on est dans l'approximation là. Et le Vertige, par contre, a eu des très beaux retours, et il en joue beaucoup sur Hmm. toutes les émissions télé, Combini ou C'est à vous, etc. Il les reproduit en version Polygon PlayStation 2, et du coup, c'est drôle parce que son film se prolonge Hmm. dans la communication du film, quoi. Et je trouve ça, c'est intéressant parce que du coup, ça devient un projet cross-platform, quoi, Hmm. multimédia, quoi. Genre, on pourrait très bien se dire que son film, c'est aussi l'interview avec Brut,
qu'ils ont fait aussi en polygone. Et en fait, du Ah coup, oui. ça se prolonge comme si si tu voulais voir le film entier, presque tu dois aussi regarder les interviews qu'il y a autour. Et ça complète un peu, je trouve, avec cet univers, ça devient un truc méta, avec une double dimension, etc. Mm. Donc, ouais, franchement, c'est cool. Mais après, il a dit qu'il faisait trop de films et qu'il allait finir par saouler les gens, donc peut-être qu'il va ralentir un peu. Mais moi, c'est plus au point où il en est, vu qu'il fait que des films d'1h10, etc. Ce serait bien qu'un jour, je sais pas, il se lâche, il se dit, bah là, cette Trois fois-ci, heures. je fais mon film de 3 heures, mais j'ai l'impression Allez, qu'il il ne fait veut pas son faire des films comme ça, brutaliste. quoi. Il fait son brutaliste de Quentin Dupieux, mais ça peut rester un truc décalé, mais tu vois que d'un coup, il injecte vraiment beaucoup plus de thunes et qu'il fasse vraiment un projet qui à contre-emploi de ce qu'il a l'habitude de faire. Mm. Mais voilà, mais bon, ouais, voilà, c'est le petit bonbon, film de Quentin Dupieux, ça se regarde comme ça, et tu passes à autre chose, et tu sais que tu peux regarder facilement une autre fois, revoir avec des amis, ou un truc comme ça, c'est un truc tranquille. Vu que tu as parlé de Vincent Macaigne, c'est la transition toute trouvée pour le Pour suivant. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Donc c'est un film de Fabien Gorjard avec donc plein d'acteurs français qu'on aime bien, hein, Laure Calamy, Vincent Macaigne, on en a parlé, Lies Salem, Qui jouait dans Avignon, qui était très sympa ouais, dedans. On l'a super, découvert dans super, Avignon. ouais, ouais, Mélanie Thierry. Un peu à contre-emploi. Je l'avais jamais vu jouer comme ça, Ah ouais? Mélanie Thierry. Oui. Enfin, je sais pas. Et deux jeunes vraiment qui sont super dedans. Donc une jeune fille qui s'appelle Céleste Brunkel et Saul Benchetrit. Donc le synopsis, c'est lorsque Fred demande à son ex-femme Marguerite de faire annuler leur mariage à l'église pour pouvoir s'y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s'avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu'à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleur pour tous les membres de cette famille recomposée. Ah oui, là, c'est vraiment l'ode à la famille recomposée, bordélique, Mm, mais qui arrive à être touchante mm. malgré ça. Bah, c'est un film qu'on a adoré, qui était super bien réalisé. Que je recommanderais quand même pas à tout le monde, parce que j'ai l'impression que c'est quand même très particulier, quoi. C'est tellement euh, réaliste, il y a un côté... on oublie que c'est des acteurs dedans, on a l'impression que c'est Mm. vraiment Laure Calamy et Vincent Macaigne qui ont été mariés, qui veulent divorcer, et du coup, il y a un côté très... Non, ils ont euh, divorcé, mais ils ont qui divorcé, veulent mais ils veulent annuler annuler le le mariage mariage pour que lui ils puissent se puisse se remarier. remarier Ouais, voilà. à l'église, parce que sa nouvelle compagne est très pieuse. Mais c'est un côté tellement naturaliste par moment, etc., que oui, Mm. ouais, c'est un style très particulier, quoi. C'est pas du tout comédie française euh, encadrée ou très formatée. Là, c'est vraiment plus euh, ouais, improvisé, ou je sais pas comment dire. Mm. Enfin, je pense pas qu'il y ait de l'improvisation forcément, mais je veux dire, il y a un côté vérité Mm. assez flagrante, quoi. C'est un film, c'est un film, c'est une comédie dramatique, parce qu'il y a des moments très drôles et puis il y a des moments très, très émouvants aussi dedans, qui parlent vraiment des liens familiaux et des liens aussi qui peuvent subsister entre deux ex-amoureux. Ouais, le deuil à faire sur des relations passées ou des anciens mariages avec l'enfant qui est au milieu, Mm. comment a vécu le divorce. Mm. Et ouais, c'était un film très émouvant, très bien écrit, avec des moments quand même assez hilarants dedans. Et ouais, il y a un côté naturaliste. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu fort quand même, mais ça fait pas fake. Alors c'est un Ouais, mot mais que quand tu j'utilise as, souvent, mais c'est tellement bien joué que c'est vrai qu'on avait l'impression parfois d'être avec bah, cette quand t'as petite Laure troupe, quoi. Calamy qui regarde sa vidéo de mariage et Ouais. que Ah, c'était tu très vois bien fait des ça. images de mariage où ils ont reproduit ça, ils ont dû filmer avec une, une vieille caméra Mm. pour que ce soit beaucoup plus tangible, avec Vincent Macaigne qui a plus de cheveux, ou Ouais, Laure Calamy qui a l'air vraiment beaucoup plus jeune, etc. Et que tu les vois, tu dis, mais c'est pas possible, on dirait vraiment qu'ils sont filmés. Je sais bien que c'est la magie du cinéma, mais du coup, là, ça a rarement ouais, été ouais. aussi flagrant qu'on aurait dit Ouais. ouais, que c'était du vrai, quoi. Mm. Et du coup, la frontière entre ouais, réalité et cinéma était, était Ouais, très très fine, quoi. ténue, ouais, très fine. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué Hum, non, parce que c'est un peu sur l'ensemble du film, hein, tous les côtés rocambolesques à Rome, peut-être quand elle
elle passe la soirée avec Vincent Macaigne et Mhm. qu'elle pense qu'ils vont peut-être se Mhm. rabibocher, mais qu'ils ne devraient pas le faire. Mais du coup, elle s'invente tout un truc, et, tout un subterfuge pour que ça arrive. Et du coup, elle est en conflit avec le maître d'hôtel, etc. C'est rigolo. Mhm. Mais alors, c'est l'ensemble du film, de toute façon, je pense. Mhm. Ouais, il y a plusieurs scènes qui m'ont vachement marqué. Donc, dans le passage que tu cites, c'est vrai que c'est un passage qui est un petit peu long puisque ils, ils, ils ont fait la fête en boîte et après ils vont sur un scooter pour rentrer à l'hôtel et accompagner leur fille aînée. Euh, et il y a un passage où tu vois toute la détresse de cette fille qui se dit mais en fait c'est quoi qu'est-ce que je suis si ce mariage il est annulé et tu sens toute cette détresse qui ressort sous l'effet de l'alcool, notamment un passage où elle pleure parce qu'elle veut que ses deux parents dorment avec elle. Mhm. Et j'ai trouvé ça mais ultra émouvant quoi. Enfin moi ça fait Oui, partie des scènes qui m'ont bien fait chialer. même la scène à la fin au mariage, etc. La scène de mariage aussi, elle est aussi très émouvante avec le discours où tu te demandes quand ça commence si elle va être plutôt dans l'ordre du cynisme, mais au final non, c'est très bien amené et ce film il est très réparateur je trouve. Oui, on disait feel good movie pour la Vénus électrique, mais au final, c'est quoi l'amour? Il s'intègre aussi là-dedans. Pourtant, il y a plein de questions qui pourraient, au contraire, euh, se faire réfléchir sur sa vie et pouvoir se dire que c'est plombant, mais c'est toujours amené de manière positive, Mhm. qui fait que du coup, on Ah, en sort plutôt avec le sourire ouais, que c'est très déprimé, quoi. réparateur, ouais. Très réparateur avec aussi une super bande son, avec plein de musique un peu vintage de mémoire, avec plein de tubes des années 80-90. Ça, par contre, tu vois, ça m'a pas marqué parce que je me souviens plus. Peut-être oui, sur la fin, je vois. Ah oui, oui, pendant le Oui, mariage, What ouais. is Love Mais à la ah fin oui, et oui, puis la musique aussi de au moment du Roxbury. karaoké. Ouais, Donc, euh, donc voilà ouais, c'est vrai. aussi un très bon film, très bien réalisé, très bien écrit, très Et bien qui, joué. voilà, au même titre que La Vénus électrique, font partie de ces films français qui vont pas autant faire parler d'eux et qui pourtant sont voilà, Mm, vraiment sympas, qui ont des bonnes vibes, etc. Et qui, justement, s'intègrent pas dans les comédies classiques françaises mm, un peu banales. Et du coup, voilà, s'il fallait donner un peu sa chance au cinéma français, ça serait mm, des exemples, un peu comme le film Avignon, dont on avait parlé vite fait, qui était très sympa aussi, mm. qui sortait un peu de l'ordinaire et qui nous invitait à un autre type de monde, d'univers, on va dire. Tout à fait. Et puis là, la thématique, elle est quand même pas banale. C'est la première fois que je vois un film sur l'annulation d'un Oui, mariage. d'ailleurs, on s'est demandé si c'était vraiment comme Si ça, c'était ou vrai ou pas, bah, et sans doute, vu le tout le postulat. parcours du combattant pour le faire, est vraiment, ouais, il y avait un côté très réaliste, effectivement, dans le scénario, et très vrai dans les relations et les personnages tels qu'ils étaient écrits. Donc bravo, Hmm. une belle reco. Et on va finir vite fait avec Apex, qui est sorti sur Netflix. Donc un film avec Charlize Theron et Taron Egerton, euh, et qui, en gros, avec Eric Bana aussi au début, qui, en gros, raconte l'histoire d'une alpiniste, d'une femme qui est à fond dans les sensations fortes, etc., qui grimpe tout un tas de montagnes, de, qui fait du canyoning, etc., et qui a perdu son mari au début du film parce que, de toute évidence, elle a voulu pousser le- dans ses retranchements, aller trop Mmh, loin, et du coup, elle s'en veut, et du coup, c'est une sorte de, de, de rédemption qu'elle doit mmh, trouver, etc. Et donc, elle va vouloir en Australie faire du kayak, du canyoning. Je sais pas si on dit canyoning quand on fait des descentes en kayak. Bon, en tout cas, voilà, faire un sport extrême dans des rapides. Et elle va tomber sur un braconnier joué par Taron Egerton, qui n'est peut-être pas aussi bienveillant qu'il en a l'air au premier abord et qui va du coup la prendre en chasse. Euh, il va y avoir une chasse à l'homme qui va enfin, chasse à la débuter. femme, du Ouais, coup. chasse à la femme. Et Taron Egerton, qui là n'a rien à voir avec sa classe de Kingsman, là il est vraiment Mmh, en mode un peu redneck australien, psychopathe. Et du coup, il va la traquer. Et au demeurant, c'est film un peu classique d'action, on va dire, un peu survival, comme on peut en avoir vu plein. Mais la petite spécificité, on va dire qu'il y a pas mal de moments de scènes d'action filmés un peu en plan séquence qui fonctionnent bien quand elle tombe dans et rapide avec la caméra qui la suit sous l'eau, etc. Ou donc c'est un peu plus dynamique que dans d'autres films.
Et aussi, elle a il y a beaucoup de décors australiens magnifiques. Et en fait, du coup, ça donne presque plus envie de voir le D'aller. film pour aller en Australie, même si bon, c'est le pays des mille menaces animales Oui. et, et autres. Mais du coup, ça, ça se regarde comme ça, voilà, sans déplaisir. Après, c'est pas un grand film, mais du coup, ça, Pour passer un bon samedi voilà, mais soir avec du popcorn. ça pourrait donner envie de revoir un film qui est peut-être plus culte sur les menaces en Australie. Ça serait Wolf Creek, sur des touristes qui vont au centre de l'Australie, et donc par les chemins au milieu du désert, etc. Et qui tombent sur un chasseur habillé un peu comme Crocodile Dundee, donc chemise à carreaux rouges et le chapeau, etc. Et qui va essayer de les dépanner parce qu'ils ont la voiture qui tombe en panne, et en fait il les amène dans un cratère où Hmm. c'est son repère, où en gros il y a plein de touristes qui ont disparu, et en fait c'est un tueur en série. Hmm. Voilà, ce truc classique. Mais la phrase, la tagline de Wolfrix, c'était genre chaque année, des milliers de gens vont dans l'outback australien, etc. Seuls tant de pourcents reviennent en vie, Ah oui. reviennent, un truc comme ça. Et du coup, l'Australie, voilà, toujours fantasme pour des serial killers, des films un peu horrifiques survival comme ça. Voilà. C'est pas un grand film, mais c'est un film d'action qui, pour un truc Netflix, je trouve qu'il ouais, se tient relativement bien. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a. T'aurais une reco sur quelque chose d'autre dernièrement? Non. Moi, j'ai parlé éventuellement de une reco jeu vidéo, du coup, avec 007 First Light, qui est du coup un nouveau jeu James Bond qui sort. Mais du coup, j'en parle parce que justement, on peut faire un rapprochement avec Le le cinéma. cinéma, parce que du coup, on attend encore du coup quel sera le prochain James Bond. On sait que Denis Villeneuve normalement réalisera Yes. le prochain James Bond, Mhm. mais il faut qu'il ait fini avec Dune 3 d'abord, etc. Donc je pense que le tournage il pas encore pour tout de suite. Mais du coup, l'acteur qu'ils ont pris pour, euh, pour le jeu vidéo, Patrick Gibson, voilà, qui joue du coup le James Bond et qui du coup est un acteur du coup de la série Dexter Origins. Et du coup, beaucoup de gens se disent ah bah ça pourrait être le nouveau James Bond, parce que justement dans ce jeu, on joue un jeune James Bond qui n'est pas encore un agent 00, et on va voir en gros son évolution jusqu'à qu'il puisse avoir le permis de tuer, en gros de devenir 007. Et donc c'est intéressant parce que c'est censé être le synopsis, ou en tout cas le but du film de Denis Villeneuve serait de reprendre avec un James Bond plus jeune pour faire un reboot total, Hmm. et de s'éloigner en gros de la vision de Pierce Brosnan et de Daniel Craig, même Timothy Dalton, Sean Connery, etc. Donc ça serait un jeune James Bond. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ça pourrait être. Enfin, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Il n'y a aucune info fiable. Il y a Jacob Elordi qui a été cité souvent, mais Moi, je le rien de verrais sûr. pas. Et déjà, Non. il fait 2 mètres Ouais. de poussière, ce qui fait que du coup, le moindre ennemi que tu veux faire un peu Ouais. costaud, etc., il va Oui, forcément pour être un bon méchant, mais méchant, ouais, pas un James ouais. Bond. Mais Et en tout cas, puis, il ressort souvent, mais parce qu'il a un peu la cote en ce moment. Il y a même une pub Bleu Chanel, je crois, en ce moment, avec Jacob ouais. Elordi, où il essaie de voler un truc, il est habillé en costard, il se bat, et tu sens que c'est, je sais pas si c'est une manière de le mettre en avant, tu sais, genre, ah bah voilà, regardez comment il est en action, pour faire Hmm. un peu d'émulsion sur les castings. Mais en tout cas, le principe de partir sur un James Bond de jeune pour le prochain film serait intéressant. On le voit qu'avec le jeu, ça marche bien. Dans le jeu d'ailleurs, le personnage a une cicatrice. Beaucoup de gens sont étonnés de voir James Bond avec une cicatrice au visage, parce que ça faisait un peu comme un méchant, tu vois, qui aurait une cicatrice. Alors qu'en vrai, dans les premiers livres de Ian Fleming, James Bond est décrit avec une cicatrice au visage. Donc en fait, c'est tout à fait raccord en fait. Et donc du coup, ouais, ça laisse présager ben, beaucoup de spéculations, mais Hmm. très intrigué de voir Denis Villeneuve avec son James Bond une fois qu'il sera annoncé, qui sera sans doute décrié par beaucoup de gens parce que c'est le cas à chaque fois. Daniel Craig avait été moqué quand il avait été annoncé, personne ne le voyait en James Bond, et aujourd'hui il est relativement adoubé, Hmm. on va dire, par tout le monde pour dire que c'était un excellent James Bond. Et du coup, toi, tu verrais qui? Enfin, par exemple, si tu en avais deux ou trois qui sortiraient du lot selon toi? Je sais pas si je vais avoir les noms, mais
Tom Hiddleston. Ah, mais il est trop vieux. Bah maintenant il est trop vieux. Mais à une époque, j'aurais bien vu. Il y a beaucoup de gens qui disent Henry Cavill. Moi, je vois pas du tout Henry Cavill. Pour moi, il est plus. De toute façon, il est plus dans sa période. C'est Ouais. fini pour moi. Après, il a le flegme un peu Ouais, mais anglais. Il a. c'est tellement la facilité, quoi. Mm. D'ailleurs, il joue déjà un agent secret dans un film de Guy Ritchie. Je sais plus comment il s'appelait. Non, c'est vrai que c'est difficile de. Taron Egerton, justement, il a déjà fait Kingsman, donc c'est pas très intéressant pour lui Ouais, c'est quand même. de le Ouais, faire. c'est vrai que. Ouais, ouais, t'as raison. Moi, celui que j'aime bien, c'est Callum Turner, là. Bah, celui Non, de Disclosure Day, justement. non, c'est Ah Josh non, O'Connor, à tu te chaque fois trompes je les à confonds chaque les deux. fois. C'est Oui, parce celui. que Bon, je moi, je verrais. le connais en tant que mari de Dua Lipa. Mais. D'accord. Euh, Lui aussi, il ressort souvent. Je pense qu'il serait pas accepté tout de suite, mais je pense qu'il pourrait le faire. Pourquoi pas? Parce que je trouve qu'il a un côté hyper british. Mais En fait, moi, vraiment hyper british. ouais. Et. Et je trouve que ça lui irait plutôt bien. Il est charmant, mais il fait pas non plus trop viril non plus, tu vois. Ben, en même temps, Et il vaut mieux un James Bond qui soit pas encore trop connu. C'est pour ça, je pense qu'un acteur trop connu, je le vois pas du tout. James Bond, il faut qu'il y ait un côté un peu, genre justement, page blanche pour pouvoir le façonner quoi avec James Bond. Mais beaucoup d'acteurs vont pas vouloir forcément accepter parce que ça veut dire s'engager sur une décennie. ouais. Et il y en a beaucoup qui hésitent quoi. Mm. À une époque, Idris Elba ressortait souvent parce qu'il y avait ce côté très britannique, etc. Mais voilà, est-ce que. Mais il a quoi? Il a 50 ans Mais maintenant, maintenant? oui, non, maintenant c'est trop tard, mais il y Ouais. avait des années, il en parlait. D'ailleurs, justement, il a fait une intervention récemment en disant que il fallait pas qu'il le joue et du coup, la couleur de peau aussi est ressortie sur ça. Mm. Est-ce que le monde était prêt à accepter un James Bond? Moi, je pense qu'Idris Elba, ça l'aurait fait parce il a vraiment ce côté britannique. D'ailleurs, il a fait une série, comment ça s'appelle je sais plus ce que c'est, une série un peu espionnage. Oui, mais Euh, j'avais vu la première saison, mais Luther, pareil. voilà, Luther, qui voilà. avait pas mal cartonné. Moi, j'avais pas trop aimé. Moi, je l'avais jamais vu. Euh, mais sinon, ouais, non, éventuellement, ouais, moi, j'aurais dit Pattinson, mais je sais que lui, il serait détesté pour jouer ce rôle dans un premier temps, quoi. Déjà, quand tu vois les Je le retours qu'il a verrais sur The pas. Batman, non, je vois pas forcément plus comme un méchant, en fait. Je dis Ouais, ça, mais en fait, il ferait un excellent méchant de James Bond, ouais. pas un James Bond. Non, non, ouais, en fait, ouais, Ben, ouais, ton choix est pas inintéressant. ouais, je Mm. sais. Sébastien Stan aussi, qui disait à une époque, Ah mais ouais. pareil, il est peut-être un peu trop âgé maintenant. Mm. Mm. En tout cas, pas de Tom Holland et ça, même si j'ai rien contre, mais ça serait trop la facilité. On prend un jeune, Ouais, on le moi je met. l'aimerais bien, Tom Holland, mais je suis pas sûre qu'il Ah, veuille s'engager sur ça 10 collerait ans. pas. Déjà Vu les propos qu'il dit, là, s'il a des enfants, il arrêterait, donc je bah suis déjà, pas il sûre s'est que. engagé sur Spider-Man, il en sort plus. Je pense que si en plus il fait James Bond, Mm. non, mais je pense qu'il y aura un retour de bâton énorme. Je pense qu'il là, il doit être vraiment sur. Ils doivent marcher sur des œufs pour savoir lequel va pouvoir être accepté de James Bond. Et en même temps, il faut pas faire Bah, par rapport au bah public. non, parce que tu Mais l'as dit toi-même, Daniel Craig, il avait pas été, oui, il avait mais pas fait l'unanimité, et pourtant ça fait partie, alors pas tous ces 007 parce qu'il y a un peu à boire et à manger dedans. Enfin, toi en plus tu les as tous revus récemment, mais que ceux de il y Daniel en Craig. a, Pas, oui, non, j'ai jamais trop voilà, vu celui de les Daniel anciens. Craig, mais dans ceux qu'il a fait, il y a à boire et à manger, mais il y a quand même enfin, il y en a deux, c'est quand même les meilleurs de toutes les sagas. Bah, Casino Royale et Skyfall Ah sont ouais. assez réputés, ouais. Hmm. Hmm. Bon, en tout cas, voilà, ce sera. Bah, si C'était. vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les partager. Mais en tout cas, voilà, si en attendant, si vous êtes orphelin de James Bond, parce que ça va faire euh, presque, je crois, je vais pas dire une bêtise, mais presque 7 ans qu'il n'y a pas eu d'itération oui, de James Bond. Mhm. C'est la plus longue attente entre deux James Bond de l'histoire de la saga. Ben, du coup, le jeu vidéo qui vient de sortir est très cinématographique et du coup est presque l'un des meilleurs James Bond euh, qu'il y a eu dernièrement, alors que Mm. c'est un jeu, justement. Et Avec voilà. une très jolie chanson aussi Ouais, ils ont mis le de Lana paquet. Del Rey. Ouais, ils ont mis le paquet, ils ont pris Lana Del Rey pour le faire et ça colle complètement. Mm. Et c'est étonnant même qu'ils aient jamais fait appel à elle avant pour le C'est générique. vrai. Donc voilà, c'était la C'était petite notre news rattrapage. en plus éventuellement. Mm. À la prochaine À la prochaine, et pour un puis autre n'hésitez film. pas à nous laisser un petit commentaire. Salut!